La petite lumière rouge qui arrive, c'est qu'on est en ligne. Parfait. Tadam. Eh bien, bonsoir à tous pour ce je ne sais plus combien de numéros du Club Power BI. Si vous voulez entendre parler de Power BI et avoir donc le titre du jour, hein, c'est tirer le maximum de Power BI sans être un informaticien et à moindre coût, hein, donc deux critères qui nous seront présentés par Dimitri. Donc, si vous voulez entendre parler de Power BI et traiter de ce sujet, vous êtes au bon endroit, vous êtes au Club Power BI. Pour avoir toutes les infos, vous êtes sur clubpowerbi.com. On a un forum, des meet-ups, une chaîne YouTube sur laquelle vous retrouvez tous les meet-ups en replay, notre lien Twitter pour être informé de tout ça. Donc voilà ce que c'est le Club Power BI. On ne vous a pas mis le slide habituel de tous les organisateurs, mais sachez qu'il est présent dans tout un tas de villes. Et là, vous vous dites, bah oui, mais je suis sur Teams, donc je m'en fiche. Mais on a des organisateurs dans toutes les villes. Et aujourd'hui, on est très fiers d'accueillir, parce que c'est sa première. Donc je sais qu'il stresse un petit peu. On a Dimitri qui reprend le Club Power BI de Nantes. Donc on devait faire quelque chose en présentiel à Nantes aujourd'hui, mais on a préféré, au regard de la situation sanitaire, annuler, certes un petit peu au dernier moment, on en est désolé. On aurait adoré être avec vous à Nantes, dans les locaux de RSM, hein. Donc ils avaient tout prévu, les petits fours, les vaches qui rient et tout ça. Mais malheureusement, voilà, vous serez en Teams encore quelques semaines, quelques semaines j'espère. Voilà, j'aimerais bien vous dire ça, mais on dit ça depuis 2 ans. Mais bon, vous connaissez la chanson. Donc le Club Power BI, c'est plein d'organisateurs, plein de villes. Aujourd'hui, Dimitri, mais tu te présenteras quand tu démarras ta session, puisque bien évidemment, on va vite aller à la session. On a juste quelques slides, d'ailleurs un seul, sur les news communautaires que je vais vous présenter. C'est juste pour vous rappeler l'agenda. Alors, vous dites, bah ouais, mais 4 octobre, c'est peut-être un peu passé. Donc, c'est juste pour vous montrer tout ce qu'on a fait depuis le début de l'année. Tout ça accessible en replay sur YouTube. Et juste, ben voilà, on est le 2 décembre. Là, on va parler de tirer le max de Power BI. La semaine prochaine, on a nos amis lyonnais qui vont nous faire quelque chose sur le DAX pour embellir les rapports. On verra s'ils vont nous faire une session encore plus fun que celle qui avait été faite l'année dernière sur le même sujet. On aura 2 guests, Peter Myers et Chris Webb, 2 grands bonhommes de l'écosystème Power BI qui seront à Paris. Donc, c'est Paris qui organise, mais ce sera bien tout ça online. Et on annonce le meet-up de Noël, c'est bien le 21 décembre. Donc, réservez votre date. Là, c'est simple, c'est grosse surprise, il n'y a pas de thème. Mais on pourra parler tous les orgas vous prépareront des surprises avec un petit jeu concours. Vous voterez pour quelle est la meilleure ville autour de Power BI. J'en sais pas plus, même moi je vais être participant, donc je ne pourrai pas vous en dire plus. Peut-être que les Lyonnais vous raconteront un petit peu plus la semaine prochaine. C'est tout pour les news communautaires. Si vous voulez savoir exactement ce qu'est le club, avoir plus de détails, vous regardez les plus anciens numéros. On explique tout ça en détail à chaque introduction. Mais vous êtes venu là pour parler de Power BI, mais surtout pour un sujet. Et là, hop, tu peux passer sur le titre. Et je vais passer la main à Dimitri Letellier qui va se présenter. Moi, je ne me suis pas présenté. Je suis Jean-Pierre Riel, l'un des fondateurs du club Power BI. Mais la star aujourd'hui, c'est Dimitri qui va vous montrer l'approche qu'il a pour justement faire du Power BI à moindre coût et surtout sans aucun serveur et compétences informatiques. Je ne veux pas spoiler. Moi, je reviendrai à la fin. Moi, je suis plutôt informaticien, donc je viendrai à la fin, Dimitri, et on verra si tu as eu tout bon ou si les informaticiens vont te donner du fil à retordre. C'est à toi. Merci beaucoup, Jean-Pierre. Oui, donc, je vais commencer par me présenter puisque c'est ma première intervention au Club Power BI. Et d'ailleurs, merci à tous les orgas de m'avoir convié dans cette magnifique communauté. J'étais avant côté spectateur et puis maintenant, je vais pouvoir partager un petit peu plus. Jean-Pierre m'a dit qu'il allait falloir que je rende un peu ce que j'ai pris au Club Power BI, c'est-à-dire que maintenant, à moi de partager ce que je sais faire. Donc, c'est une super approche et c'est top. Donc Dimitri Letellier, donc moi je suis responsable de la ligne de service Data et BI chez RSM France. Donc en fait, mon quotidien, donc c'est avec mon équipe de faire vraiment du contrôle de gestion et pilotage de la performance avec une approche vraiment data, et donc de monter des projets BI principalement pour des PME et très grosses PME aussi. Et du coup, effectivement, avec une approche, donc moi j'ai un cursus de la filière expertise comptable, donc avec une approche plutôt financière, plutôt process et métier, et moins IT. Et du coup, le but c'est de partager un petit peu cette approche-là et de voir un peu ce qu'on peut faire avec Power BI pour le contrôle de gestion et pilotage de la performance, sans être informaticien et en essayant de limiter les coûts pour des PME.
Donc, ça tombe bien puisqu'en fait, quand on regarde un petit peu ce qui nous est promis par Microsoft, donc déjà au niveau Microsoft, quand on regarde la devise de Microsoft, c'est vraiment chaque personne et chaque entreprise qui doit pouvoir, grâce aux outils Microsoft, faire plus et faire mieux. Donc, on voit déjà que le but de Microsoft, c'est de donner au plus grand nombre en fait les moyens de réussir avec les outils informatiques et pas simplement au tech, on va dire. Et cette devise se décline en fait totalement au niveau Power BI, puisque quand on regarde un petit peu la présentation du produit sur le site de Power BI ou sur la plaquette commerciale de Microsoft, ce qu'on vient nous dire, c'est créer une culture axée sur les données grâce au décisionnel pour tous. Donc le décisionnel pour tous, on voit bien que c'est vraiment pour le plus grand nombre et pour les responsables métiers. Et puis permettez à tous les membres de l'organisation, quel que soit leur niveau, quelle que soit leur fonction, de prendre des décisions éclairées grâce à une approche data et en s'appuyant sur des analyses de pointe. Donc c'est exactement l'approche que moi je peux avoir de l'outil et de tout cet écosystème Power BI et au sens large Power Platform et que j'aimerais partager un petit peu avec vous aujourd'hui. Donc pour challenger un petit peu cette promesse de Microsoft, le parti pris, ça a été de prendre en fait un cas d'étude réel tiré du cas d'une entreprise. Donc en fait, on est venu nous solliciter et le cas en fait, donc c'est une entreprise qui est dans le secteur de la concession, qui vend des véhicules. On a donc 28 sites en France. Alors je ne sais pas pourquoi il n'y a plus les 28 points, ça doit être le partage PowerPoint qui est un peu biaisé. Peut-être que vous les voyez les 28. Donc une entreprise donc assez grande, plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, des sites éclatés un petit peu partout en France, plusieurs milliers de véhicules vendus par an, 300 collaborateurs et on retrouve en fait une dizaine d'instances de RP installées un petit peu sur chaque site en local avec des serveurs informatiques dans chaque concession, etc. La même chose pour des logiciels de gestion de la compta. Et puis pour d'autres logiciels autour, mais un peu moins centraux dans le cadre de ce projet-là. La DSI, c'est très simple, puisque en fait, il n'y en a pas. Donc, très ponctuellement, on va avoir de l'infogérance sur un site ou une autre pour maintenir un serveur, changer une configuration. Mais on a zéro équipe IT en interne. Et donc, on nous a posé le challenge, c'est est-ce que, au vu de la promesse faite par Microsoft sur ces outils, notamment Power BI, est-ce qu'on est capable aujourd'hui de mettre en place un outil décisionnel qui permet de répondre au niveau de l'ensemble du groupe, aux besoins des actionnaires, aux dirigeants, aux responsables de chaque métier. Donc, les métiers, ça va être le commerce de véhicules neufs, le commerce de véhicules d'occasion, la réparation des véhicules, la gestion des ventes d'accessoires et pièces détachées, uniquement via Power BI. Donc, le challenge, ça va être de se dire, l'outil, c'est Power BI. On ne recrute pas d'informaticiens demain matin. On ne provisionne pas d'outils tierces, plutôt d'approche IT. On ne provisionne pas de machines, on ne provisionne pas de nouveaux serveurs. On ne va pas chercher des services d'intégration dédiés au DSI. Et ce serait sympa, mais comme toujours, que en plus, ça ne soit pas trop cher, quoi. Donc, ça nous pose un bon cas d'école pour savoir un petit peu ce que peut faire Power BI. Donc, bien sûr, on a accepté le challenge, sinon on ne serait pas là pour vous en parler. Et donc, le but, c'est de voir un petit peu avec vous ce qu'on peut construire dans ce cas-là et jusqu'où Power BI peut aller sans recourir à une approche tech. Donc, sans s'étendre trop longtemps sur ces schémas, c'est simplement pour essayer de situer un petit peu ce qu'on va faire. Donc, le but, c'est d'utiliser de bout en bout, en fait, tout ce qui est proposé par Power BI, tout le panel d'outils Power BI, et les utiliser tous au maximum pour arriver à construire cet outil décisionnel sur une société d'une taille assez significative et partagée pour tous. Donc, j'ai relisté les sources vraiment à titre d'information. Les plus importantes, on a du SharePoint avec pas mal de fichiers à plat, on a les sources ERP qui sont les plus importantes, les bases de données comptables également. Et le but, ça va être de se dire, on nous dit qu'il y a donc Power BI, on nous dit c'est décisionnel pour tous. Donc on nous dit qu'il y a le lac de données pour tous, ça s'appelle le data flow. On nous dit qu'il y a le dataset pour tous, le jeu de données pour tous, c'est le dataset. La visualisation de données pour tous, Power BI doit être le PowerPoint de la donnée, donc ça va être la partie vraiment édition de rapport dans le PBX, création de visuels, etc.
en mode PowerPoint, on va dire, avec vraiment l'approche très métier, pas trop de codage, etc. Et puis l'application Power BI, qui là, c'est vraiment la diffusion sécurisée de l'information, la gestion du cycle de vie du produit, et en fait, des mises à jour, des versionning et l'alimentation de cette application en data. Donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu quelle forme ça peut prendre en situation réelle. Mais le but est vraiment d'utiliser ça au maximum. Et donc, un petit aparté très rapide sur le choix des licences et le licensing, puisque ça a quand même son importance sur ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Ah, on m'entend mal, Jean-Pierre? Je demande un peu aux gens. De temps en temps, tu as ton micro qui perd un peu. Donc, je sais pas si. Un peu. Bon, non, tu vois, finalement. Je peux passer à un autre, sinon. Ou je peux parler très fort. On entend, hein, on entend, c'est juste que de temps en temps, je sais pas, ça, il y a un petit effet tunnel. Ok, bon, bah, tu vois, bon, ça décroche un peu, bon, ça. Je vais essayer de ralentir un peu et peut-être de parler un peu plus fort. Donc, le point rapide sur les licences, simplement pour resituer et qu'on comprenne bien, c'est-à-dire qu'en fait, on a les premières licences, enfin, on a 4 types de licences, on va dire. On a le Power BI gratuit, on va avoir le Pro, le Premium par utilisateur et puis les capacités Premium. Donc, en gros, la grosse différence, ce qui va commencer à coûter très cher et qui est hors scope du coup du challenge qu'on s'impose aujourd'hui, c'est l'allocation de capacité premium, c'est-à-dire de souscrire à des capacités dédiées chez Microsoft qui sont réservées pour l'entreprise, avec un coût d'entrée à plus de 4 000 € par mois sur la plus petite capacité à peu près. Donc nous, on va rester sur des licences qu'on appelle par utilisateur. Donc c'est-à-dire on souscrit pour chaque utilisateur une nouvelle licence. Et dans celle-ci, on a globalement la Pro, qui permet de faire pas mal de choses. Et puis on a la Premium par utilisateur qui est sortie dernièrement, qui est un peu un hybride entre le Premium et le Pro, puisqu'on continue d'utiliser le pool de capacité partagée de Microsoft. Donc si beaucoup de gens l'utilisent en même temps, on peut avoir des petites baisses de performance, et si on est là au bon moment, entre guillemets, ça peut être un peu plus performant. Par contre, on a le droit d'y faire à peu près tout ce qu'on aurait le droit de faire dans une capacité premium qui serait à nous. C'est-à-dire qu'on n'est pas tellement bridé au niveau des fonctionnalités. On peut utiliser plein de fonctionnalités avancées. Donc voilà, le but, c'est de construire avec ces licences premium par utilisateur en utilisant chaque brique de Power BI service, donc le data flow, le dataset, le rapport et ensuite l'application. Et c'est essayer de construire l'outil décisionnel complet qu'on nous a demandé en faisant que de l'approche métier, au maximum du low-code, au maximum de la programmation par interface graphique, etc. Et puis voilà, d'arriver à la réalisation du challenge. Donc avant simplement sur la partie data flow, avant simplement de montrer les flux de données dans le Power BI Service, je voulais simplement remettre à plat un petit schéma de ce qui va être construit, parce que ça va être quand même plus simple pour comprendre ensuite. Il faut bien savoir, j'ai pris le cas de l'ERP. Il faut bien comprendre qu'au niveau des données ERP, aujourd'hui, on en a qui sont éclatées dans toute la France, sur des serveurs, en local, dans les concessions, dans la remise derrière le bureau de la DSI, non, pas de la DSI du coup, mais de la direction, et qu'il va falloir donc aller connecter tout ça et créer une intégration de données pour centraliser et ensuite monter au-dessus de notre outil décisionnel. Donc la première chose, ça va être d'utiliser ce qu'on appelle les passerelles de données locales. Donc là, je vous montrerai juste après. Les passerelles de données locales, donc juste pour rappel, c'est le petit utilitaire qui s'exécute sur le serveur et qui permet de faire discuter le serveur. La base de données qu'on va attaquer sur site va pouvoir discuter avec le cloud de Microsoft et remonter dans le data flow. C'est qu'on copie brut déjà toutes les données qui vont nous intéresser sur chaque site dans un data flow bien isolé. Donc c'est ce qu'on va appeler data flow primaire. Donc on copie en brut la base, on ne fait pas de requêtes croisées, etc. Simplement on remonte un site dans le cloud, un site dans le cloud, un site dans le cloud, de manière à tout retrouver en fait au même endroit. Et ensuite, on va centraliser tout ça via un data flow de centralisation dont la source et la sortie seront le data flow. C'est à l'intérieur du lac de données cloud chez Microsoft qu'on va faire ces opérations-là. Ça va nous permettre de centraliser toute la donnée présente sur tous ces petits sites dans un seul endroit, au même format et avec les mêmes normes, de faire tout un tas de calculs et d'implémentation de logique à cet endroit, mais en gardant pas mal de performance, puisqu'on reste à l'intérieur du lac de données,
réduire le temps d'actualisation. Et donc, voilà, je vais vous montrer un petit peu en pratique comment ça se présente. Est-ce que c'est bon, Jean-Pierre, on voit bien mon écran? Nickel. Donc, je vous en ai extrait simplement quelques-uns ici. J'en ai pris 3, et puis le data flow central. Donc, vous avez ici les 3 qu'on voit ici, qui sont du coup des flux de données primaires. Donc, on va voir comment on peut les reconnaître assez facilement. Ils veulent bien s'ouvrir. Donc, on va retrouver dans chaque data flow primaire tout un tas d'entités ici, donc de tables qu'on va remonter, qui sont les résultats de requêtes. Donc, en langage M, c'est du Power Query en ligne. Donc là, déjà, voilà. Donc, on va simplement copier-coller les informations sur un seul ERP d'un seul site dans le cloud. Donc, on va pouvoir voir ici dans les options du projet. Bon, alors, vous allez déjà pouvoir bénéficier de la super traduction Microsoft de on-premise, puisque c'est sur place, du coup. Donc, c'est de la donnée sur place. On va avoir ici toutes les gateways en fait, qui vont être disponibles sur place, donc sur site, dans les serveurs en fait, qui sont sur chaque site. On va en choisir une et on va pouvoir en fait remonter ces données sur site ici dans des requêtes. On fait le minimum ici d'opérations de transformation, puisque le but là, c'est vraiment de partir en courant du on-prem pour arriver très rapidement dans le cloud, là où on pourra faire tout ce qu'on veut et tout ce qui nous intéresse de façon normée, centralisée et performante. Donc ces requêtes-là sont stockées ici, et donc du coup le plus intéressant, donc vous allez avoir tout un tas de choses, hein, tous les référentiels qu'on va remonter, voilà, les fiches de véhicules, la liste des clients, la liste des sites, et puis vous allez avoir les tables un peu plus lourdes de faits, qui vont être par exemple la liste des ventes, les mouvements des stocks. Voilà, c'est tout ce qu'on récupère là dans les bases de données locales. Et tout l'intérêt, en fait, une fois qu'on aura fait ça, 1 fois, 2 fois, 3 fois, donc elles ont toute une codification, en fait, que vous avez pu voir avec des codes, et on les récupère ensuite dans un data flow central. Et là, la source, vous allez voir, sera plus du tout la même. Ce sera plus le SQL Server, en fait, via la passerelle de données locales. Donc là, on n'aura plus de passerelle de données locales. On va le vérifier dans les options du projet. D'ailleurs, tout l'intérêt. Voilà, donc ici, passerelle de données locales, aucune. Et on va en fait avoir pour source des requêtes, ici, une fonction qui s'appelle powerbi.dataflow. Donc c'est une fonction que vous pouvez taper comme ça en M en toutes lettres, hein. Le powerbi.dataflow va donner pour une identité donnée, donc le compte avec lequel typiquement je me suis connecté dans le service, va me donner accès à tous les éléments, ça va être la métadonnée de tous les éléments auxquels j'ai accès avec ce compte. Donc en naviguant un petit peu dans ces éléments-là, on va voir que j'ai accès à différents workspaces, c'était ce qu'on voyait avant. J'ai navigué dans un des workspaces, j'ai accès en fait à 2 workspaces avec ce compte. Je peux rentrer dans un de ces 2 workspaces. Dans l'un de ces 2 workspaces, j'ai accès à tous ces data flows, dont les data flows primaires. Et en fait, on va pouvoir, à l'intérieur de ces data flows, voilà, ici, développer encore plus pour voir quelles sont les entités présentes dans ces data flows. Donc là, c'est vraiment pour un utilisateur donné, voilà, toutes les entités, donc toutes les tables auxquelles il peut avoir accès. Et ce qu'on va faire, par exemple, ici, le but, c'est la fusion et l'agrégation, en fait, l'intégration de tout le référentiel des sites. Et bien ici, vous allez voir qu'on va garder uniquement dans un filtre les tables qui correspondent en fait au site, et qu'on va venir du coup les agréger via l'extraction de la donnée. Donc on supprime toutes les colonnes, et puis après, voilà, on développe toutes les données, et ça nous permet de venir agréger en fait tout notre référentiel des sites tel qu'on veut l'avoir ici. Donc c'est-à-dire qu'ici, cette table, en quelques opérations via la fonction powerbi.dataflow, on vient d'avoir un référentiel unifié d'une donnée qui était aujourd'hui éclatée dans une dizaine de sites en France, et on fait la même chose pour toutes les autres opérations. Donc là, ça va relativement vite pour le dataflow, puisqu'on a une source qui est dans le lac de données Azure qui sert de support au dataflow, et on va agréger, transformer ça, ou
tout va venir du lac de données et tout va retomber dans le lac de données à la fin. Ça sert juste à agréger et à faire en fait des calculs à cet endroit. Donc, ce qui veut dire que c'est les entités ici que vous retrouvez ici sont les mêmes qu'on a vues individuellement site par site. Et par contre, ici, les ventes, ça ne sont plus les ventes d'un site que j'ai remonté brut au-dessus, mais ce sont toutes les ventes pour tous les sites agrégés au même endroit dans un flux de données. Donc, on va avoir ici, on va avoir ici en fait voilà, une actualisation de chaque site. Donc là, on voit, c'est un site qui prend 20 minutes pour s'actualiser. Ici, donc il y en a des plus ou moins, importants. Ici, simplement 5 minutes, et puis il y en a qui vont prendre une demi-heure, une heure. Et par contre, l'agrégation de tout va prendre beaucoup moins de temps, parce qu'on ne va plus naviguer par Internet entre le local et puis le bloc de données dans le cloud. Là, on est source cloud, sortie cloud. Et du coup, je pense qu'ici, on doit être, plus les temps de calcul, on est à 1 heure tout cumulé, alors qu'on a on a à peu près 8 data flows ici, dont certains mettent déjà 1 heure individuellement à s'actualiser entre le local et puis le cloud. Que là, c'est tout l'intérêt, c'est qu'on utilise vraiment un service d'intégration de données et qu'on est dans un lac de données dans lequel on peut faire tout un tas d'opérations assez performantes. Donc, toutes les fusions, typiquement les agrégations, tout ce qui prend le plus de temps, du coup, doit être fait ici. Je ne sais pas si jusqu'à ce stade, on a des questions, Jean-Pierre, ou si les gens arrivent à suivre. Pas de questions, c'est très clair. J'ai des remarques, mais je les garde pour la fin. Je me tiens prêt alors. Donc la limite de tout ça, là, on a primaire, secondaire. La limite, c'est 32 dataflows imbriqués. C'est une limite technique de Microsoft. Je pense que si vous en arrivez là, justement, on tombera peut-être dans les limites du dataflow. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, il faille créer des dataflows à 32 niveaux dans Power BI, sauf cas très exceptionnel. Mais bon, pourquoi pas. Donc, c'est-à-dire qu'on a du coup, alors là, je vous l'ai fait en version très simplifiée pour le cas d'étude, mais c'est-à-dire qu'on a comme ça plusieurs centaines d'entités logées dans plusieurs dataflows à plusieurs étages, qu'à la fin, on a un dataflow central tout en haut qui va recueillir de la donnée métier, de la donnée comptable, tout un tas de données autour, et ça va être la source unique en fait de notre cube Power BI, donc du dataset. Donc, dans le query du dataset, on va retrouver uniquement cette source. Et on va pouvoir ensuite, du coup, modéliser un cube qui soit complètement transverse à toutes les sociétés, tous les groupes, tous les sites, et reprendre après un modèle en étoile classique, alors avec quelques complexités, et dont je vois que la disposition a bougé, avec quelques techniques d'agrégation de clés concaténées sur lesquelles je ne vais pas m'étendre aujourd'hui puisque ce n'est pas l'objet. On va pouvoir faire fonctionner comme une seule base de données 10 ERP plus 10 logiciels comptables plus tout un tas de choses autour. Donc là, après, c'est une question d'organisation de rigueur. Et donc, du coup, ça y est, on a tout au même endroit, toutes nos dimensions, tous nos faits, sur tous les sites, toutes nos données sont rassemblées au même endroit et on va pouvoir du coup construire ici des choses assez intéressantes qui permettent de maximiser un peu les efforts et de réduire les coûts également de développement. Donc par exemple ici, au lieu d'avoir juste un seul site ou une seule société, je vais rentrer dans une première. On va se mettre sur un menu, par exemple le menu commerce. Ici, ce sera plutôt un menu métier, ce sera plus intéressant. Alors, le dataset est un peu lourd du coup. Normalement, je ne l'exécute pas trop sur mon PC. On va voir. On ira le voir après dans l'application, de toute façon. On peut avoir du coup une trame comme ça en termes de développement, une trame par exemple qui sert à regarder la performance du commerce sur une saison donnée, avec les types de ventes par produit, par catégorie, etc. Donc ça, très classique. Mais le gros avantage, c'est que cette page, on la développe qu'une fois. Et ensuite, c'est le filtre que vous avez vu sur la page d'accueil qui va permettre de savoir pour quelle société on l'affiche. Donc là, je suis groupe A, parce que là, je suis rentré dans le groupe A et c'est la société 1 qui s'affiche ici. Mais si je veux afficher du coup le groupe B. Dimitri, Ah tu oui, m'aperçois que je suis resté on voit sur pas le ton écran, en mauvais fait. partage d'écran et que du coup, ça ne peut pas marcher. Et j'en profite, il y a une petite question sur les data flows de. Ah non, c'est bon, ça arrive. De Didier sur le fait que tu utilises Premium et donc là c'est pour les data flows et est-ce que c'est vraiment Ouais. indispensable d'utiliser Premium? Est-ce que tu aurais pu te passer le Premium puisqu'on est à moindre coût pour cette partie-là justement? Alors c'est un vrai sujet. Je vais remonter ici. Effectivement, on a pu à certains moments
essayer de se passer de premium, puisqu'on va faire effectivement du moindre coût. La limite entre le pro et le premium, c'est ce qu'on va appeler entité liée et entité calculée dans les data flows. Donc vous allez les retrouver ici avec les petits éclairs, c'est comme ça qu'on les reconnaît. Ce qui est quand même très compliqué ici, c'est qu'on va agréger beaucoup de données, faire beaucoup de fusions d'un data flow à l'autre et faire beaucoup de liens avec des entités qui sont soit liées entre elles, soit avec des calculs, soit ce qu'on appelle des entités calculées qui proviennent d'autres entités. Et donc là, ça devient très compliqué d'aller se passer du premium, puisque toutes les entités avec l'éclair là ne pourraient pas s'exécuter. Donc on a des techniques avec le Power BI.dataflow, là justement, on arrive à ne pas créer d'entités liées alors même qu'on les lie entre elles, mais c'est quand même très dangereux. Il y a quand même tout un tas d'opérations. Enfin, là, on commence à traiter 50, 60 millions de lignes. On commence à traiter tout un tas de sources différentes, une dizaine de passerelles de données locales. On sait qu'à un moment, il y aura des opérations de compute, vraiment de calcul à faire dans le cloud, qui risquent d'être un peu plus complexes que simplement des ajouts de requêtes. Sûrement possible, pas forcément recommandé. Ok. Et l'autre question, je te l'ai dit, j'en profite de la petite pause, je te l'ai dit tout de suite, mais je pense que tu vas peut-être y répondre quand tu vas parler de ton modèle. C'est donc tu as une source là qui sont dans tes data flows. Quand tu arrives au modèle, si tu veux faire quelque chose de composite avec une source cloud, par exemple, est-ce que c'est possible? Avec une source cloud, c'est-à-dire une autre source qui ne serait pas dans les data flows, c'est ça? Ouais. Oui, après, il y a le query du dataset qui peut permettre d'aller agréger des sources en dehors des data flows, même si là, on se donne une technique où on passe tout par les data flows. Et puis après, les rapports composites également qui permettent d'un dataset à l'autre, maintenant depuis quelques mois, même un peu plus, de faire des rapports qui sont issus de plusieurs datasets dans le cloud. Donc, en gros, tout est faisable. C'est surtout une grosse question de méthode et de maintenance ensuite et d'organisation, quoi. Ok, ok, ok. Donc le modèle, du coup, si vous le voyez, ce sera sûrement beaucoup mieux. On voit ton Power BI desktop là. Voilà. Bon, simplement, le modèle en étoile qui est pas très bien disposé, mais en ce moment, les dispositions sautent à chaque mise à jour, donc j'ai pas pensé à le remettre. Donc je vais pas de toute façon m'étendre sur comment est fait le modèle. Donc ici, voilà, il faut savoir qu'on a mixé tous les référentiels, la liste des clients, on a été à chercher sur chaque site, et puis on en a fait qu'une table de liste clients. On a utilisé certaines astuces pour que, en gros, voilà, 10 bases de données de RP deviennent une base de données, 10 bases de données de RP plus 10 bases comptables plus d'autres choses, ne deviennent qu'une seule base et sachent se parler et fonctionner en respectant toutes les bonnes pratiques de modélisation de modèles en étoile, même si là, ça ressemble à une étoile pas très jolie quand même, au vu de la disposition, mais que ça puisse se parler et du coup, avoir quand même des gros avantages ensuite. Donc, le premier, ça va être sur le développement, c'est-à-dire qu'on va avoir en fait un menu de ce type où on va pouvoir sélectionner une société. Donc, on a un groupe, société, puis une société est composée de plusieurs sites. Et je vais montrer par exemple une page ici. Voilà, une page métier, on va dire, donc sur le commerce là, de la vente de véhicules neufs. Donc, on va retrouver tout un tas de KPI propres à l'activité de vente de véhicules neufs pour la société numéro 1. Et cette page, en fait, on ne la développe qu'une fois pour tout le groupe et tous les sites du groupe, du coup, qu'une seule fois au niveau national, puisque en fait, c'est un filtre ensuite sur la page qui va nous permettre d'afficher uniquement la société souhaitée ou le groupe souhaité ou tout ce qu'on veut. Vous voyez ici, on change de société, on change du coup d'indicateur. Voilà. Mais par contre, toute la trame, tout reste pareil. Donc le gros avantage, c'est contrairement à le fait d'avoir tout ramené au sein d'un même cloud, d'un même lac de données, puis ensuite d'un même cube, c'est vrai que ça permet d'avoir un outil de pilotage complètement transposable à l'ensemble du groupe. On développe qu'une fois, on développe qu'une page, qu'un modèle de page. Là, il y a à peu près 50 à 60 menus. Donc, il faut quand même, ne pas les dupliquer groupe par groupe ou site par site. Donc, c'est tout l'intérêt. Donc là, on peut naviguer dans tout ce qu'on veut. Je peux aller encore dans une autre. Et en fait, c'est un filtre qui va venir se propager à travers nos différentes pages et permettre de voir la donnée de toutes les sociétés de la même façon. Et l'étape quand même d'après, parce que ça, c'est déjà un gros avantage en termes de dev et de maintenance de pouvoir centraliser ça, tout en gérant différents niveaux d'accès sécurisés. Mais le très gros avantage, c'est qu'on va aussi pouvoir faire des choses qui n'étaient pas du tout faisables avant. Ça va être tout ce qui est indicateur transverse, comparatif, indicateur croisé.
indicateur là agrégé, par exemple, pour une période donnée de chiffre d'affaires, de nombre de ventes de véhicules. Là, on se retrouve avec complètement des tableaux de bord agrégés, donc via un autre accès où on lève les filtres en fait sur les sociétés et les groupes. On va pouvoir comparer les taux de marge sur une période. Je vais aller rapidement, mais on va pouvoir faire du ranking, par exemple, là sur le chiffre d'affaires. Du coup, ça, c'est des choses qui étaient complètement impossibles puisque chacun faisait son contrôle de gestion dans son coin avec sa donnée en local. On va pouvoir classer les différents sites, par exemple, en fonction de leur niveau de chiffre d'affaires ou complètement en fonction de leur niveau de progression de chiffre d'affaires en pourcent, par exemple, pour gommer un peu les effets de taille de site. Temps de latence, ce modèle est assez lourd. On se retrouve avec la possibilité de croiser des données d'absolument partout et de bénéficier d'un seul cube ici. Une autre fonctionnalité, par exemple, là où on va même un peu plus loin, puisque on avait dit 2 ERP différents, donc une fonctionnalité, par exemple, qui ne pouvait pas être prise en charge par les ERP a été développée directement dans la BI. Donc, c'est un cas très classique métier où un site donné peut avoir un besoin client et ne pas disposer du véhicule pour le vendre. Donc c'est dommage, la vente peut être ratée. Et donc on a fait un moteur de recherche. C'est un petit moteur de recherche des stocks sur tous les sites en France qui permet, en appliquant quelques critères, de savoir tout de suite si le site de la Côte d'Azur, lui, en fait, il n'a pas ce véhicule-là ou un véhicule similaire en fonction des familles de véhicules, des différentes marques, etc. Est-ce que ce site ne peut pas me fournir ce véhicule? Par exemple, celui-ci qui m'intéresse, il est en stock disponible, il est là. Du coup, je peux tout de suite interroger la base de données des stocks de mes sites partenaires et me faire rétrocéder un véhicule pour ne pas rater la vente. Donc là, le fait d'avoir travaillé vraiment sur cette préparation de données et centraliser tout au sein d'un seul cube va complètement permettre de faire des fonctionnalités qui n'étaient pas du tout possibles par le passé et de répondre à des besoins métiers. C'est pas un peu cher pour une Fiat, là, quand même, pour le coup? C'est Fiat véhicule de loisir, donc c'est pas une voiture. Évidemment, vous doutez bien que les données sont anonymisées et que c'est c'est des données factices. Et donc voilà, après il y a tout un tas de fonctionnalités. Je pense que je vais pas m'étendre plus sur l'ensemble des menus, mais voilà, on peut avoir une approche d'outils décisionnels groupe complet. Alors, je ne vous ai pas montré après la partie application web, mais globalement, ça va être sensiblement la même chose. On va pouvoir gérer aussi. Voilà. Donc, en gros, l'accès que je vous ai montré là, c'était l'édition, bien sûr, le Power BI Desktop. Normalement, l'accès se fait plutôt via la distribution d'une application web, donc beaucoup plus sécurisée, avec une gestion des droits aussi qui a été mise en place, mais qui n'était pas forcément l'objet de ce meetup. Et voilà, on peut aller avec les licences PPU, même avec les autres. On peut aller mettre en place ce qu'on appelle de la RLS, donc la sécurité au niveau des lignes, si bien que si on veut que le dirigeant du groupe A ne voit que les chiffres du groupe A plus les chiffres comparatifs, mais pas le détail des chiffres du groupe B, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est des choses aussi qui sont mises en place en définissant des rôles de chacun et en les affectant aux utilisateurs. Et justement, je me permets de pousser la question, tu n'as pas pris de montrer la RLS, mais juste pour savoir, donc comme tu viens de le dire, il faut que tu aies quelque part la liste des utilisateurs avec ce qu'ils ont le droit de voir. Vous stockez ça où, là, par exemple, puisqu'il n'y a pas de base de données, de référentiel, de master data management, c'est mis où? En fait, y a pas de... c'est uniquement dans la liste des rôles où on vient décocher des tables. On n'a même pas de table dans le modèle, on n'a pas de table des utilisateurs. Dans le cas présent, on vient simplement créer les rôles, affecter les utilisateurs et on stocke dans un Excel le paramétrage à faire là-dessus. Ok. Je vois que tu commences à enfiler le gant. Non, box. c'est pour préciser potentiellement s'il y a des gens qui avaient ce type de questions. D'ailleurs, il y a une question de Denis. Parce que justement, c'est peut-être parce que quand j'ai dit le mot référentiel, pour le coup, il y a un défi qui est connu. Donc, en effet, tu as raison, l'IT commence à se rebiffer. Donc, tout ce qui est nomenclature, marque, modèle, version, référence, pièce, est-ce que c'est la même dans tous les ERP? Absolument pas du tout. Donc le code article numéro 1 dans un ERP désigne un pare-choc et le code article numéro 1 dans un autre ERP désigne un rétroviseur.
Donc, c'est le gros avantage de ce genre de projet. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on va se servir. Alors, du coup, ça fait une qualité de données et un alignement des référentiels qui sont, on va dire, niveau 0. C'est-à-dire que les référentiels ne se parlent pas, ils ne sont pas du tout alignés. Mais là, on va se servir de la BI pour le faire. Donc, c'est-à-dire que la BI va être un outil justement d'évangélisation de pourquoi il faut administrer ces référentiels et les aligner. Et du coup, ce qu'on fait, c'est que pour monter le cube, donc pour des raisons techniques, à un moment, il faut que j'ai des relations de 1 à plusieurs entre les faits et les référentiels. Il faut que ça marche déjà. Donc, on va commencer par concaténer les clés, c'est-à-dire qu'un code article, ça ne va plus être juste le code article que j'ai récupéré dans une base, ça va être le code article plus le code site correspondant, par exemple, qui va me permettre de rendre unique chaque fusion entre numéro d'article et puis numéro de site ou de société, ou en fonction de la granularité. Ce qui veut dire que, dans un premier temps, ça marche lorsqu'on regarde les sociétés individuellement, tous les menus qui sont en jaune là en bas. J'ai fait une belle couleur Club Power BI pour que vous compreniez bien. Et du coup, toute cette partie-là, ça pose pas de problème puisque chacun regarde son référentiel. Donc, chacun regarde son référentiel tel qu'il le connaît et tel qu'il l'administre et le comprend et ça fonctionne très bien. Et dès qu'on va faire des indicateurs croisés, souvent, au niveau le plus haut de granularité, tout le monde est aligné. Puis plus on descend, plus ça n'est pas du tout le cas et les choses n'apparaissent pas les unes en face des autres, ne peuvent pas se comparer, etc. Mais du coup, on a sous les yeux, en fait, pour l'utilisateur final, on voit jusqu'où on peut se comparer, jusqu'où on ne peut plus à cause de nos référentiels. Et puis, le modèle, nous, on n'a pas besoin d'y retoucher. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans les systèmes amont, dans le transactionnel, les référentiels commencent à être nettoyés, mis à jour, etc., automatiquement, dans la BI, tout commence à s'aligner, à rentrer dans l'ordre. Et c'est quand même plus simple de le vendre comme ça, du coup, à des utilisateurs moins sensibles à la qualité de données et à l'administration de référentiels, que de simplement imposer la règle et puis voir que ça n'avance pas forcément, quoi. Donc là, on s'en est, dans le cas présent, d'ailleurs, c'est le cas, on s'est vraiment servi de levier, en fait, de levier d'amélioration, de faire d'abord la BI et après, on voit ce qui ne matche pas et du coup, ça donne envie d'améliorer. Je pense que ça a répondu à la question, Denis. J'imagine que oui. Ça a l'air OK. On peut peut-être passer. Moi, je vais peut-être pas forcément pousser plus la démo, sauf s'il y a des questions spécifiques, je pourrais montrer des choses spécifiques. Sinon, je peux reprendre peut-être les slides, Jean-Pierre, et puis on passe à la suite. Ça marche. Alors. Il ne les a pas retrouvés. Je ne sais pas si tu les as, toi. Ils sont là. Hop, il faut juste que je me mette sur le bon écran et que je mette le slide de conclusion. Moi, je partage l'écran. Moi, je le fais. Ouais. Je le fais à l'ancienne. Hop, alors attends, il faut que tu me donnes 2 secondes. Hop, à partir de la slide actuelle. Plouc, et puis donc c'est là. Alors ça devrait être bon. Ah oui, d'abord, on descend d'abord la conclusion et puis. Ah, pardon. Je ne sais pas si on avait fait la conclusion avant. Oui, je pense que c'est ça. Ouais, non, si, c'est ça. C'est bon, tout à fait. C'est ta conclusion à toi. Après, ouais, je vais challenger ta solution. Bon, je vais commencer par me donner. Je vais me donner une bonne note. Alors, en fait, je m'auto-évalue sur le challenge. C'est sympa. Finalement, je me suis donné un super rôle. Du coup, si on prend un peu de recul avec le challenge qu'on s'est donné en début de session, on a quand même rendu un outil décisionnel partagé par 28 sites, avec un seul coût de développement, des coûts mutualisés, des standards société par société. On a effectivement des référentiels pas toujours alignés qui permettent de pas toujours bien se comparer, etc. Mais société par société, ça marche très bien. Et puis sur les autres, si on veut affiner plus, il faut améliorer l'administration de ces référentiels-là. On a des analyses transverses qui étaient interdites avant et qui maintenant peuvent être réalisées. On a des nouvelles fonctionnalités. Alors Jean-Pierre, on voit le Word. C'est l'avantage du partage d'écran brut. On a des analyses transverses du coup, qui sont faites, des nouvelles fonctionnalités comme la recherche, envoyer moteur de recherche des stocks. Bon, c'était un exemple parmi pas mal d'autres, en fait, puisque maintenant cette base de données étant commune, on peut faire pas mal de choses qu'on ne pouvait pas faire avant. Sur le coût et la technique, là, on est actuellement en production à une vingtaine de users, donc ça fait 338 € par mois.
alors effectivement, ça ferait 2 fois moins si on était resté en pro. Je pense qu'on est déjà à un niveau relativement bas pour la taille d'entreprise, pour la taille de modèle. C'est à peu près 50 millions de lignes. J'ai oublié de vous montrer les principales tables de faits, donc il faudra me faire confiance, mais on est à peu près là-dessus. On a quand même 28 sites. Donc je pense que ça reste quand même très modéré en termes de coût licence. On n'a acheté aucun serveur. On n'a recruté aucun collaborateur à l'IT. On a de la sécurité possible. Donc voilà, et on a eu une approche qui était avec l'ensemble des développements réalisés dans le flux Power BI. On n'est jamais sorti pour provisionner d'autres outils d'intégration de données dans Azure ou dans d'autres produits. Ça a été fait majoritairement en low-code avec, pour le data flow, c'est du Power Query, donc vous le connaissez bien avec les flux de données. Mais en plus, maintenant, il y a tout ce qui est schématique, le codage par l'interface graphique, le langage métier. Voilà, ça a été co-construit avec tous les responsables métiers du réseau. Et donc j'ai l'impression qu'on a tenu le challenge, mais je vois Jean-Pierre qui prend des notes, donc ne pas tarder à fighter. Non, t'inquiète. Est-ce que je parle de la limite ou directement ou oui? Comme ça, je termine cette slide et puis on passe à l'approche de l'IT. On refera le teasing sur ton prochain meet-up de Nantes après, enfin tout à la fin, mais oui, fais ta conclusion et puis après justement on va être en mode débat. D'ailleurs, il y a une question intéressante de Thomas et je démarrerai avec celle-là. Ça marche. Non, mais simplement, voilà, pour dire, parmi les limites, et il y en a plein, de ce modèle en particulier, là, je ne vous ai pas présenté aujourd'hui l'approche budgétaire, progression par rapport au budget, puisque là, on est sur une approche uniquement NN-1, si vous avez vu. Mais ça tombe bien, puisque en mars, et j'espère qu'on aura le présentiel et l'apéro qui vont avec, à Nantes, et qu'on pourra faire ce qu'on avait prévu pour vous aujourd'hui, normalement, à Nantes. Le but, c'est de traiter le sujet de l'élaboration budgétaire grâce au duo Excel Power BI. Donc, c'est comment on fait communiquer en fait les cubes Power BI dans le cloud avec du Excel pour gérer son élaboration budgétaire. Donc, élaboration dans Excel, suivi dans Power BI, et puis les deux qui communiquent en boucle. Puisque pas mal de sociétés à taille PME n'investissent pas forcément dans des outils des labs qui sont souvent assez onéreux. Et comment on peut faire pour continuer à élaborer dans Excel, ce qui est quand même le cas de pas mal d'entreprises, mais en l'optimisant grâce au cube Power BI. Donc, c'est ce qu'on vous prévoit pour mars, on n'a pas encore la date. Et on espère qu'on pourra faire du présentiel. Super. Alors, c'est marrant parce que la limite que tu mets à la fin, c'est juste parce que tu ne l'as pas encore développé. C'est pas Pas une une limite limite qui est technique. liée à tes choix technologiques, en tout cas pour le moment. Alors, je vais te lire les questions, mais bon, je pense que tu peux les voir aussi qui sont Ouais, dans j'ai le pas chat. regardé. Et après, justement, je vois Arnaud qui, qui commence lui à challenger sur le côté IT. Mais en fait, il y a deux questions qui sont très similaires, hein. C'est le temps environ, donc combien de temps pour faire ce projet-là, entre le début et ce que tu nous as montré. Et donc, qui va avec le temps, il y a le budget. Qui est demandé par Simon, donc une question de Thomas, une question de Simon qui sont très similaires. Après, je ne sais pas si c'est une information que tu souhaites partager publiquement, mais le temps, ça peut être intéressant pour au moins comprendre un petit peu l'envergure. Non, mais en fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est un secret pour personne. Les temps et budget, c'est hyper compliqué tant qu'on n'a pas cadré, regardé la qualité de données, regardé l'accessibilité. Donc, faut pas. Le but, ça va être de donner un ordre de grandeur qui va être relativement large, puisque en fait, c'est quasiment impossible de répondre sur un budget comme ça sans aucun élément de contexte. Ce qui est sûr, c'est que sur un cas comme celui-là, et vu le nombre de sites, et vu les différentes complexités. En termes de développement, il faut compter un package de 50 jours de développement jusqu'à beaucoup plus si la complexité est plus importante. Donc après, ça s'étale dans le temps parce que tout ne peut pas se faire d'un coup. Il y a quand même des aspects justement de modification de process et de référentiel qui sont conseillés tout au long du projet. Donc il faut laisser aussi un peu de temps aux équipes sur site. Donc je pense qu'il faut compter 6 mois pour le faire dans un timing où on fait les choses bien, quoi. Peu près. Mais après, c'est des fourchettes, voilà, ça peut être entre 40 et 100 jours, donc on n'a pas de, il n'y a pas vraiment de, il y a pas vraiment de limite en fonction de la complexité, qui n'a pas de limite non plus souvent, donc ça peut être encore beaucoup moins si j'ai 3 Ouais. sites et que toutes les bases de données sont nickel, voilà, c'est vraiment au Ouais, nombre de requêtes et à la complexité, quoi.
C'est une bonne réponse. Alors moi, je suis plutôt consultant, donc je vais dire ça dépend. Faut faire plus court, mais Moi, je suis en normand aussi, donc effet, on n'est pas sorti. voilà, le travail, tu l'as bien mis, c'est que c'est très difficile d'avoir un chiffrage parce que c'est pas enfin, vous achetez pas un produit, hein, c'est vraiment l'implémentation. Et puis après, en fonction du niveau, ça peut être en effet très complexe ou pas. Tu l'as très bien résumé. Il y a une question de Stéphane pour revoir un aspect de ta démo, mais je te propose qu'on la fasse après. On va peut-être être dans le débat IT et puis à la fin du meetup, on montrera Donc l'idée, c'est le Power BI.dataflows en fait pour Ouais. voir où est-ce qu'on se branche à un dataflow depuis un dataflow. Pour le coup, parce que tu vas la montrer avec du code, mais peut-être à la rigueur montrer le bouton qui est dans le menu, C'est en vrai. haut. Entre-temps, je regarde, il y a d'autres. Les limites techniques. En fait, tu vois, tu es challengé sans que j'ai besoin d'y aller. Mais j'ai toujours mes arguments. Alors, Denis nous demande pour un non-informaticien, tu as un très bon niveau. Alors, justement, je sais, Arnaud a fait à peu près la même remarque. Je vais venir un peu, mais le sens de la question. C'est qu'il faut un minimum de formation ou d'accompagnement. Mais tu l'as dit en intro, toi, c'est ton travail justement de faire ça. Tu as développé une ligne de service où c'est ton métier finalement de faire ce type de Power BI, pour le coup. Et là, moi, je commence à te challenger. Par contre, tu parles de développement, donc est-ce que tu te considères comme un développeur? Je pensais pas que le challenge irait directement sur des questions personnelles. Je t'en remercie. Non, enfin, moi, c'est vrai que, ne serait-ce que déjà par mon cursus déjà scolaire à l'origine, scolaire et puis jusqu'au bout, c'est vraiment le processus expertise comptable. Je pense que ma principale valeur ajoutée, elle est sur les process, sur l'organisation des entreprises, sur comment on manage les flux, les processus, et cetera. Après, à un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis et comprendre comment ça marche pour en faire quelque chose d'intéressant, parce qu'on peut avoir toutes les meilleures idées du monde, si on n'arrive pas à les mettre en musique, c'est sûr que ça marche pas. Donc je me considère pas comme un développeur, mais je me considère comme quelqu'un qui a regardé toutes les vidéos du club Power BI, quoi. Excellente réponse. Non, en effet, là-dessus, je mets l'emphase parce que c'est important et c'est aussi la vocation du Club Power BI. C'est qu'on est quand même sur un outil qui, tu l'as dit, Microsoft a une philosophie qui est de le mettre entre les mains de tous. Après, le de tous est toujours à géométrie variable, évidemment. Et donc, je reprends ce qu'a dit Arnaud, en fait, de dire voilà, un comptable avec un éveil technologique très élevé. Donc, bien évidemment, il faut mettre un peu les mains dedans, il faut apprendre. Après qu'on appelle ça du dev ou qu'on n'appelle pas ça du dev, je te challengeais là-dessus, peu importe, tu as quand même fait l'effort de faire ça. Et donc, pour répondre très concrètement à Denis, oui, il faut un minimum de formation ou d'accompagnement, de curiosité. Moi, je sais que j'ai démarré, il y a les bouquins qui sont aussi très bien, peu importe, chacun voit ses éléments. Le Club Power BI, c'est très bien, moi, ça me plaît. Une autre question de Et c'est la Didier. vérité, hein, c'est pas uniquement démagogique et c'est pas uniquement pour les applaudissements. Voilà. Et d'ailleurs, enfin, c'est pas pour faire ta promo, Dimitri, mais parce qu'on est tous pareils, c'est qu'au final, euh, tes clients, là, ton use case, en fait, il vient de voir des gens comme toi pour faire cet accompagnement. C'est-à-dire que même si lui, il sait faire un peu de Power BI et qu'il va faire ça, d'ailleurs, j'ai quelques questions sur la maintenabilité et les services managés, mais globalement, il vient appeler des spécialistes qui peuvent être pas forcément des informaticiens. C'est peut-être ça qu'il faut voir. Il y a une question sur les limites techniques au data flow. Moi, j'ai noté dans ce que tu as dit, pas plus de 32 niveaux, donc il ne faut pas que tu aies... alors, pas 32 succursales, on est bien sur 32 niveaux d'appel. Hein. Les C'est succursales, ça. tu peux en avoir indéfiniment. Je pense que quand on aura fait 10 niveaux d'appel, le data flow commencera déjà un peu à tirer la langue, hein. À mon avis, 32, c'est quand même, c'est une limite technique, c'est celle qui est dans la doc, hein, mais je ne sais pas si aujourd'hui ça se fait beaucoup, d'aller jusqu'à 32 niveaux d'imbrication, quoi. Et est-ce que tu as rencontré d'autres limites techniques au data flow? C'est quoi l'inconvénient là? Si tu dois. Du data flow? Bah, alors, il y a déjà une problématique de service global sur le data flow qui est en cours d'amélioration chez Microsoft, mais qui est quand même assez compliqué. C'est-à-dire que déjà, quand on se lance sur du dev 100% data flow, il faut savoir que en plus, j'ai mon équipe, je les ai vus dans le chat, là, donc ils vont être contents que je leur dise. Il y a des moments où vous pouvez bosser des heures, vous ne pouvez pas enregistrer à la fin. Il y a des moments, les data flows explosent un peu en vol suite à des mises à jour. Bon, ça, c'est des choses qui sont surtout sur les derniers mois et qui sont en train, j'ai l'impression, de se résoudre. Donc ça, c'est des limites plutôt, on va dire, passagères liées au produit, mais bon, c'est comme ça arrive à certains moments et ça arrive à pas mal de produits, je pense.
il y a une petite instabilité en ce moment. Au-delà de ça, sinon, il y a des vraies limites qui, je pense, seront ne seront pas prochainement résolues quand les volumes commencent à être très importants ou les calculs vraiment très costauds, des groupes buy ou des fusions, des fortes cardinalités, tout ça. Vous n'allez pas avoir, vous savez, aujourd'hui, la force du dataflow, c'est l'aperçu en temps réel, ça n'arrête pas de recharger des aperçus dès que vous faites un motif de code. Enfin, je peux le montrer là, mais ça code en graphique, ça fait le schéma de flux de données au fur et à mesure et tout. Bon, c'est limité à 10 minutes le chargement de l'aperçu, même si personne n'a envie d'attendre 10 minutes derrière son PC pour regarder si son aperçu va s'afficher. Il faut savoir que moi, aujourd'hui, sur toutes mes tables de vente, là, les 50 millions de lignes, avec des opérations complexes, l'aperçu, on l'a oublié depuis longtemps, quoi. C'est-à-dire qu'on code, du coup, on est obligé de coder un peu plus comme des informaticiens, justement, parce que la partie low-code qui est mise au-dessus, elle explose relativement vite. Et ça, c'est la très grosse limite, je pense, du Dataflow. Après, après c'est le temps de... Il y a Microsoft qui fait aussi tout un check sur les requêtes avant qu'on les enregistre, pour éviter qu'on fasse mouliner leur serveur, je pense, en faisant un peu n'importe quoi dans nos requêtes, et que chez eux, ça consomme trop de ressources. Donc, il y a tout ce temps de validation des requêtes avant fermeture. Si vous avez 50 requêtes dans le Dataflow et qu'elles sont un peu complexes, vous pouvez avoir pour 15 minutes à fermer le Dataflow. Donc ça, c'est extrêmement long en phase de dev. Par contre, ça n'influe pas sur le temps d'actualisation derrière. Et en temps d'actualisation, pour le coup, avec cette organisation à deux niveaux, où on va d'abord remonter la donnée le plus vite possible dans le cloud et après travailler de cloud à cloud pour les calculs les plus complexes, on a les temps d'actualisation qui sont relativement performants, mais je ne fais pas de big data. Hein. Je parle de modèles à 100 millions de lignes, mais qui ne sont pas non plus anodins. Ce n'est pas des modèles à 100 000 lignes. Et là, on n'a pas trop de soucis. On actualise la nuit, on va avoir des 30 minutes, 1 heure, mais on ne part pas sur des choses qui mettent 20 heures. Quoi. Ok. Donc mine de rien, donc l'utilisation peut être une limite. Alors là, la question, hein, c'est finalement de se dire, hop, tiens, je vais mettre l'autre slide. Hein, c'est est-ce que l'IT, est-ce que des informaticiens pourraient faire mieux? Et après, je reprendrai les autres questions qu'il peut y avoir. Sur ce point-là, en effet. La rigueur, d'ailleurs, je vais faire peut-être un petit résumé sur ce que tu as dit avec ma vision, moi, d'IT, d'informaticien, d'architecte. Enfin bref, on met le titre qu'on veut, mais globalement, je viens du monde des informaticiens. Pour moi, il n'y a pas de fausse note, en fait. C'est-à-dire que la solution, elle est bien implémentée, finalement, mais l'outil le permet, mais tu as respecté les éléments et j'ai rien à redire au final. Enfin, tu vois, si au final, tu arrives à charger tes données, alors tu as dû être malin pour justement faire tes dataflows primaires, tes dataflows secondaires, mais après tout, c'est ça aussi de bien utiliser l'outil, c'est d'être malin pour faire ça. Donc, sur les performances ou sur la stabilité, donc globalement, c'est très bien. Maintenant, évidemment, il y a plein de petits points sur lesquels finalement, je vais sortir les gants de boxe comme sur l'image et défendre un peu le côté informaticien. Mais sur la performance, en fait, je ne vais pas forcément dire, mais parce que nous, informaticiens, si on utilise Dataflow, on utilise exactement la même interface que toi. Maintenant, c'est vrai qu'on a d'autres outils. Mais là, le problème, c'est qu'on a un gap beaucoup plus important, c'est qu'on va aller sur des outils de codeurs, donc qui sont potentiellement pas du tout dans l'univers de Power BI. On a déjà parlé à d'autres méthodes, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ou les citer, mais c'est en gros faire de la base de données. Hein, de la base de données et des flux d'intégration, je crois que tu avais mis le mot ETL. Donc on a des outils pour faire ça, où là, en effet, il faut avoir un petit background d'informaticien. En effet, ceux-là ont eu un confort de développement supérieur. Et notamment, je vais venir sur un point après un peu plus important, il y a un confort de développement supérieur. Mais pour le coup, c'est à vous de mesurer, et donc j'imagine que tu l'as fait, si le gap, donc en termes de prix, d'investissement, de compétences pour aller vers ce type d'outil, en fait, vaut la chandelle par rapport au fait que vous allez attendre 15 minutes quand on fait ça. Maintenant, il y a eu une remarque, je crois, de Didier. Ne risque-t-on pas de problème de performance dans les prochaines demandes d'évolution? Oui, effectivement, tout le problème est là, c'est quand on a quelque chose qui est un peu lent, pas très maniable, comme une grosse voiture, forcément, c'est tout de suite un petit peu plus compliqué quand on veut faire des manœuvres. Donc, parce que ce n'est pas un outil d'informaticien, il n'y a pas toute la rigueur qu'on peut avoir ou toutes les optimisations qu'on peut avoir sur un outil d'informaticien. Mais au final, ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est mieux par rapport à un autre. C'est juste une histoire. Là, ça peut être compliqué. Je me suis noté, finalement, tu vois, toi, si tu passes à l'échelle, demain, si tu n'as pas 30 succursales, mais 70, 120, là, en effet, tu vas
te confronter, non pas au fait que c'est pas possible, mais au fait que ça devient non maintenable, en fait. Ça devient compliqué parce qu'il faut rendre ça paramétrable, générique. Et le problème, c'est qu'on va te dire, ah oui, tiens, en fait, j'ai changé une colonne dans le truc là. Donc, tu vas te perdre finalement dans tous tes data flows. Et en Et fait, ça ça, dépend côté beaucoup informatique. du Ouais, nombre de fois où on y retouche et on refait du dev. Effectivement, si on a une certaine stabilité, je trouve que c'est vraiment là que le Dataflow, effectivement, si ça met 15 minutes à se fermer, s'il faut recomprendre tout l'enchaînement sans les prévisualisations, etc., quand on refait du dev, ça pose des soucis. Quand c'est en prod, on ne voit plus parce que ça s'actualise la nuit, parce que la donnée arrive toute chargée, parce qu'on n'a pas trop blindé le DAX, donc l'expérience utilisateur est excellente. Donc, en fait, voilà, on a cette limite-là quand on y retouche et quand effectivement on vous dit voilà, on a racheté 25 succursales, il faut les brancher demain matin, on ne monte pas facilement à l'échelle, quoi. exactement. Alors, je te rassure, je connais, non, en fait, je ne connais pas, mais c'est pas parce qu'on est informaticien et qu'on a d'autres outils qu'on peut ne pas galérer quand on nous demande de mettre 25, puisque c'est comment ça a été codé. Mais en tout cas, on a plus d'outils. Notre boîte à outils est beaucoup plus complète, pardon, quand on est informaticien, pour gérer justement cette généricité, ce paramétrage, cette mise à l'échelle. Et notamment, je reviens sur le mot demande d'évolution ou maintenance qu'on peut avoir, parce que ça peut être des nouvelles choses, mais ça peut être corriger un bug important, admettons qu'il soit dans tes data flows primaires, pour le coup, et que tu dois en fait changer ça. En fait, ça manque d'outillage, c'est un petit peu à la débrouille, à la main. Donc, si tu es à l'aise et que tu connais bien ça, et je reprends ce que disait Arnaud dans le chat en parlant d'avoir un utilisateur, je vais reprendre sa terminologie, technologiquement, avec un éveil technologique élevé, en effet, il va pouvoir les mettre les maintenant. Donc, c'est ce qu'on appelle la maintenabilité. Forcément, quand on est informaticien, on apprend ça quand on a notre expérience. Et par défaut, évidemment, il y a le bon informaticien et le mauvais informaticien, mais globalement, en informatique, on essaye de réfléchir à la maintenabilité des choses pour se prémunir des évolutions et simplifier tout ça. Donc finalement, c'est pas dire que c'est pas possible ou c'est pas bien ce que tu as fait, c'est juste qu'en effet, on s'aperçoit qu'il y a un moment, on touche un plafond de verre qui d'ailleurs, voilà, il est de verre, on ne sait pas trop où il est, où en fait, c'est où la limite, où je vais passer plus de temps à retoucher mes data flows que finalement avoir embauché un informaticien pour me faire quelque chose de générique. Et donc, c'est pour ça que la réponse, elle est complexe, et j'ai pas la réponse de dire si l'IT aurait mieux fait que ce que tu as fait que ça. Et j'ai d'autres points. Justement, alors d'ailleurs, je vais te faire sous forme d'une question. C'est quand ça marche pas. Donc, il y a un matin, j'arrive, je suis le patron de la société F, là, pour le coup, et puis mes gars, ils me disent qu'ils ne voient pas leur voiture. Ça marche pas. Donc, j'appelle. Allô, Dimitri, ça marche pas, c'est tout cassé, comment qu'on fait? Comment ça se passe? Déjà, Bah, première question, est-ce que c'est toi, enfin toi et tes équipes, bien évidemment, ou est-ce que en fait, je suis débrouillé tout seul, et puis c'est à moi d'aller voir les data non, flows alors idéalement, et c'est le cas aussi, c'est le cas dans le cas que j'ai pu présenter là. Idéalement, on accompagne quand même quelqu'un sur place tout au long du projet pour essayer d'avoir une maintenance de niveau 1 qui soit quand même faite sur place. C'est-à-dire que si demain ça s'actualise pas du tout et qu'il y a un bouton à pousser et que c'est hyper simple, on essaie de pas passer par nous. Sinon, oui, effectivement, l'équipe du coup fait de la maintenance, répond au téléphone pour intervenir. Mais là, il y a un degré de complexité tel que la maintenance de niveau 1, et c'est ça que tu veux me faire dire, et c'est vrai, elle est relativement limitée. On arrive très vite dans une maintenance avec un niveau de complexité assez élevé. Il faut connaître la façon dont ça a été pensé au départ, sachant que la documentation, c'est le flux de données du data flow. Voilà. Euh, Si ça se cherche pas bien, si ça se prévisualise pas bien, il vaut mieux connaître la façon dont ça a été construit à l'origine, quoi. Donc ça, c'est des choses qui doivent être refaites par le technicien, enfin par le développeur du flux, quoi. Ouais. En fait, non, je voulais pas te faire dire quelque chose de spécifique. C'était juste que l'IT, les informaticiens, ont souvent une meilleure expérience et une meilleure organisation pour pouvoir gérer ça. Il y a des administrateurs, voilà. Donc, c'est juste une histoire de finalement, encore une fois, hein, c'est pas que c'est mal fait, c'est juste que l'IT a juste l'expérience et l'habitude de cette partie du métier, pour le coup. Donc, c'est peut-être là aussi les éléments, c'est finalement d'avoir peut-être un informaticien de garde. Denis demande si tu pars en vacances, pour le coup, pour tes clients. Donc Non, voilà, en fait, jamais. c'était là où je voulais en venir, il n'y avait pas d'éléments particuliers.
Alors, on a parlé de la partie développement, de la maintenabilité. Alors, juste sur la maintenabilité, tu as parlé de low-code dans ta conclusion. Un des arguments du low-code, c'est de dire, bah, c'est bien, c'est maintenable par Sophie de la compta ou Roger des achats. Est-ce que vous faites ce transfert de compétences pour que demain, là pour le coup, les évolutions, est-ce que demain, ça peut être justement d'autres qui le fassent, qui s'approprient le modèle et qui modifient les choses, les calculs, j'en sais rien, les colonnes En fait, ça quelle est ta marche, vision là-dessus? ce genre de. Bah, moi, ma vision là-dessus, c'est que ça marche sur des modèles relativement petits à complexité faible. Là, ce que j'ai présenté aujourd'hui, je pense qu'on est déjà à la limite. Ou si on commence à faire ça, ça marche un certain temps. Et puis les effets de bord sont pas maîtrisés par les personnes en interne. Donc après, ça dépend toujours. Enfin, comme disait Arnaud, ça dépend sur qui. Ça dépend quel relais on a en interne. Il y a des relais où peut-être qu'on pourrait aller jusque-là. Mais le low-code, lorsqu'on a de la complexité, c'est plus vraiment du low-code et c'est plus vraiment self-service, puisque finalement, c'est plus des questions de méthode que le low-code, ça change surtout le langage. Mais quand on a une complexité forte, ce qui est important, c'est la méthode. Et c'est de maîtriser sur le bout des doigts la méthode de développement, la méthode de maintenance, la méthode d'évolution, de test. Et si c'est pas le métier, c'est pas le métier au bout d'un moment. Donc le low-code a quand même ses limites. Je sais pas ce que tu penses du low-code, Jean-Pierre, mais Enfin, en fait, tu l'as très bien écrit. Mais j'ai pas de chapelle. Enfin, c'est exactement ce que tu viens de dire. Le problème n'est pas de savoir. C'est pas le low-code qui définit votre façon de travailler. Voilà. voilà. Le low-code peut être une catastrophe chez certains, comme une bénédiction pour d'autres, et inversement. Hein. Donc voilà. Donc Bah, tu disons as fait que une excellente réponse. sans low-code, sans low-code, sans ces outils et sans ces tarifs, une bonne partie des entreprises qu'on peut adresser à cette taille-là, comme je présentais là, en fait, considéraient que le décisionnel, c'est pour les boîtes plus grosses et n'irait pas du tout. Donc ça permet d'y entrer. Après, ça dépend ce qu'on y met. Si on met de la complexité, le low-code a ses Ouais. limites, quoi. Alors bah, justement, ça va être mes deux derniers arguments un petit peu pour défendre quand même le travail des informaticiens, parce que tu vas pas tous nous mettre au chômage. C'est justement, c'est où est la frontière en fait, parce que donc on le voit que finalement on en a cassé une grâce au low-code. Bah, en fait finalement oui, on peut faire une solution BI à peu près complexe qui va consolider de la donnée, qui fait des calculs, etc. Sans avoir besoin d'informaticiens, mais on a vu que, et tu l'as dit à plusieurs reprises, c'est que si on veut plus de performance, si on devait avoir plus de volume, bah, qu'en fait, on arrive quand même au bout de la solution en temps de chargement, en complexité de développement, etc. Le problème, c'est que, et tu vois, je fais la question et la réponse, c'est que le problème, et ça va donner un point pour toi, c'est que c'est vrai que c'est toujours difficile de savoir où est cette limite. Et d'ailleurs, elle dépend aussi des exigences. Là, tu as montré des temps de rafraîchissement de quelques heures, je ne sais plus quel était le plus gros pour le coup. Et ça va peut-être très bien pour ce client ou pour ce retour d'expérience. Mais derrière, on peut très bien en avoir un autre qui dit non, mais moi, c'est inadmissible, j'ai besoin d'avoir un truc qui rafraîchit en moins enfin, toutes les 25 minutes. Et donc, dans ce cas-là, Tout à ce fait. simple postulat, c'est-à-dire que le même projet avec ce simple postulat, et ben pour le coup, tu peux plus le faire sans Ouais. informaticien Ah et là, à on a moindre eu. coût. Ouais, ouais, non, tout à fait. Alors après, on a quand même l'avantage des licences PPU, c'est qu'on a quand même chez Microsoft, ils ont quand même poussé assez loin, ils ont quand même donné des outils assez avancés au nom d'informaticiens, à ma décharge quand même, puisque par exemple, sur ce cas-là, on a certaines bases SQL qui sont très lourdes, et le PPU donne le droit à l'actualisation incrémentielle, qui nous permet quand même voilà, en dynamique, de ne recharger que les dernières données. Et sur certains points, on a dû le faire justement, parce que là, on avait parfois quelques dizaines de millions de lignes à passer. Si on les Ah repasse oui. toutes les nuits pour avoir les 3 nouvelles, le data flow va commencer à prendre un peu plus de 10 minutes à s'actualiser. Et donc, c'est un gros avantage des licences PPU de Power BI, c'est que ça permet de faire Ouais. l'incrémentiel. Comme Donc un tu repousses la informaticien, limite. je dirais. Tu repousses la limite et c'est tant mieux parce que moi je trouve ça bien que finalement on repousse les limites et qu'on ait besoin de nous informaticiens que quand on arrive à des. Tu as cité des projets big data, mais en tout cas quand on est plus loin. Donc en effet, finalement on s'aperçoit que mon argument n'est pas un argument choc, mais en tout cas c'est juste une histoire de frontières. Mine de rien, il y a quand même un point, et là je vais sortir, je vais sortir les techniques old school de la BI et je vais sortir le Joker Kimball. C'est que on a souvent besoin, et notamment, tu as été un petit peu challengé sur les histoires de réconciliation de référentiels, etc. Et on a des fois
des patterns. Donc, par exemple, tu parlais de reconstruire une clé, etc. Mais des fois, on a besoin d'avoir un pattern, des patterns beaucoup plus complexes. Et notamment, il y en a un. Est-ce que si je te parle de dimension de type 2 ou alors de slowly changing dimension, c'est des choses qui te parlent, Dimitri? Non, et j'ai été assez honnête pour voir ce genre de choses tout à l'heure dans ta prise de notes et me dire que j'y allais à blanc. Alors, l'idée, c'était pas de te mettre en porte-à-faux, mais en fait, c'est ce qui. D'ailleurs, je crois que ça a été dit sur le Meetup de Bruxelles quand justement ils ont parlé de Kimball et de la modélisation. Et en fait, on s'aperçoit que, mine de rien, c'est pas pour rien s'il y a des gens qui, d'ailleurs, Arnaud je veux bien que tu mettes le lien dans le chat, Arnaud, de ce Meetup. C'est que, en fait, il y a des gens qui font quand même plusieurs années d'études pour comprendre la modélisation, savoir faire de la modélisation, comprendre ce qu'on appelle alors désolé pour l'anglicisme, des patterns ou des modèles un petit peu plus complexes qui vont résoudre des problématiques métiers, hein, on est bien d'accord, hein, l'idée, on ne fait pas de la complexité juste comme ça pour s'amuser, notamment par exemple de l'historisation de valeurs. Donc c'est l'exemple du SCD, c'est ça, c'est qu'on va historiser des valeurs de référentiel, hein, pour le coup. Donc le référentiel change, mais je dois garder ce qui s'était passé, etc., etc. Donc si je le fais simple, c'est une historisation. Et là, typiquement, en fait, on s'aperçoit que sur ces patterns un petit peu avancés, mais qui n'étaient pas à la demande de ton client, mais là, pour le coup, en fait, ça devient extrêmement compliqué de faire ça avec des outils comme Dataflow, parce que en fait, ça n'a pas forcément été fait. Par exemple, voilà exactement un pattern que nous dit Denis dans le chat. Il y a un moment, si tu veux faire du snapshot de stock, alors il le dit très mieux en français, une photographie des stocks, des états de stock pour avoir des évolutions de stock. Typiquement, avec ton Dataflow, on n'a pas de chargement incrémental, mais en fait, ça ne résout pas parce que potentiellement tout peut être chargé. Mais typiquement, on est sur un modèle de conception quand on veut faire de l'analyse de stock qui est compliqué à faire quand on n'a pas d'outils de type base de données, de type élément. Donc finalement, tu vois, l'IT, elle a encore ses Mais sujets un complètement, petit peu régalés. donc il y a deux sujets dans ce que tu disais. Il y a l'historisation de référentiels. Alors là, bon, nous, en tout cas, c'est plus ma conception, c'est que l'historisation de référentiels, idéalement, doit être portée dans le RP, dans le logiciel métier. Donc, entre guillemets, alors c'est des informaticiens derrière, mais ça déporte le problème qui n'est pas sur la BI. Par contre, sur l'historisation plutôt des faits, des stocks, etc., là, on parle des photographies de stock. Là, dans le cas présent, en plus, en toute transparence, il y avait un stock reconstitué en fait dans la base SQL de l'ERP qui permettait de l'afficher quasiment comme ça. Ça, c'était un des gros points forts qu'on a vu lors de la phase de cadrage. Mais effectivement, sur cette partie-là, qu'on doit historiser dans la BI, parce que par nature, ça doit être porté ici, le data flow, c'est même pas la peine d'y penser, quoi. Et voilà. Donc finalement, tu avoues qu'on a encore besoin des informaticiens pour certains sujets. Pour le coup, ça nous donne une bonne conclusion. J'avais pris un peu celui-là pour qu'on puisse se battre un peu, mais au final, bon, on Voilà. finit. Non. Mais moi, tu sais, en conclusion, en conclusion de ce que je vois, et puis de toute façon, l'idée n'est pas du tout de se battre, hein. L'idée, c'est juste de trouver sa place. Tu as su nous démontrer, et je cite Arnaud qui est dans le chat, super boulot, très chouette session. Donc, alors après, il nous en a mis toute une tartine, mais en synthèse, c'est exactement ce que je voulais dire en conclusion. C'est que finalement, on s'aperçoit que sans être informaticien, puisque c'est pas ton background, en utilisant uniquement des outils, alors en effet, un petit peu de premium, de PPU, de premium per user pour le coup, mais on s'aperçoit que ça reste quand même à moindre coût par rapport à mettre en place une base de données, des informaticiens, des flux d'alimentation, etc. Donc sans serveur, tu as bien relevé le challenge. Et en plus, moi, en tant qu'informaticien, et Arnaud aussi en tant qu'informaticien, on trouve que tu as bien respecté, finalement, tu as fait quelque chose de propre qui va bien. Donc finalement, la réponse est oui, on peut se passer des informaticiens, ne pas avoir de serveur. Maintenant, parce qu'évidemment, il faut quand même que je fasse la petite balance, l'idée c'est de se dire quelle place nous on trouve. Et donc on a parlé notamment de la maintenance, les évolutions. C'est vrai que nous, avec les outils de développement, je crois qu'on a déjà parlé des pipelines de déploiement, par exemple, donc, qui est intégré à Power BI, mais si on veut aller plus loin, on va mettre du script, on va faire tout un tas de choses. On parle d'API, enfin, on a plein de choses un petit peu avancées qu'on a besoin de faire autour de Power BI. Ça peut être dans la modélisation un petit peu avancée, où là, finalement, on garde notre côté régalien de l'IT, mais au final, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des métiers qui mettent les mains dedans. Donc, je reprends la terminologie de quelqu'un d'éveillé technologiquement, pour le coup, donc un peu geek, on va dire, qui finalement s'intéresse à tout ça, qui finalement vient combler et vient faire le relais. Ça me rappelle une session que j'ai fait il y a très longtemps sur le data stewardship, où finalement on parlait du relais
entre les métiers et les informaticiens pour faire en sorte que tout marche. Donc ça va, on ne conclut pas en se mettant KO l'un l'autre, on raccroche les gants et tu nous as fait une très très belle démonstration de ça, et c'est très bien pour montrer qu'il n'y a pas que des informaticiens et des gens, des fous furieux qui font du DAX ou de la modélisation ou du SQL quand on utilise Power BI. Merci, Dimitri. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je vois que non, finalement, je vois pas d'autres questions dans le chat. Donc ben, il est temps de clore ce meet-up. Merci à vous tous d'être restés. Finalement, on est dans les temps, on a débordé un petit peu, mais il y a eu pas mal de questions de votre part. Donc, Dimitri, on se dit, mais là, je ne serai peut-être pas là, tu seras peut-être tout seul ou avec un copartenaire de la région nantaise. S'il y a des Nantais qui veulent faire des retours d'expérience, vous contactez Dimitri. C'est lui le boss sur la région. Et puis, on sera ravis de te retrouver, mais entre-temps, il y aura toutes les autres villes qui présenteront donc tout un tas de meet-up avant octobre. Au revoir tout le monde. Au revoir. Merci beaucoup, Jean-Pierre.